on parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tient actuellement en Égypte. Le premier quart de finale aujourd'hui va opposer le Bénin au Sénégal. Quelles sont les chances de réussite pour les écureuils? On en parle ce matin avec Ange-Pauline Touama. Bonjour. Bonjour à vous, Gilles Chris. Reporter sportif, secrétaire général de Radio Univers. Merci de votre présence sur ce plateau. Jules Tavodouron, bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour à tous. Reporter sportif aussi. Merci de votre présence sur ce plateau. Jules Tavodouron, vous avez suivi l'équipe nationale tout au long des matchs de poule. 3 points. Ensuite, quart de finale, on élimine le Maroc sur les coups de pied arrêtés. Enfin, les tirs au but. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être confiant que la sélection nationale peut faire une bonne prestation face aux Sénégalais? Oui, d'abord, il faut reconnaître que la force de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est beaucoup plus le mental et c'est beaucoup plus le collectif. On a une équipe qui, par le passé, avait aussi des individualités sur lesquelles elle comptait, des joueurs qui arrivaient à faire la différence au moment où ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement que Stéphane Sessegnon, même si j'estime que jusque-là, on ne profite pas forcément de ça, de son côté technique. Et on n'a plus de ces joueurs réellement capables d'aller provoquer balle au pied. Donc, on est obligé de faire avec le collectif qu'on a. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a une équipe solide, qui sait défendre comme cela se doit et qui essaie d'attaquer quand il le faut. Et on a eu quand même dans la phase de poule une équipe à laquelle on ne s'attendait pas forcément, même si on sait qu'avec le nouveau format de la compétition, le Bénin devrait, en tout cas c'était une exigence de la part des supporters et des observateurs, le Bénin avait l'obligation quand même de passer le premier tour parce qu'on passe désormais à une CAN où le meilleur troisième est repêché pour la suite de la compétition. Donc les Béninois ont su quand même bien entamer la compétition face à une équipe ghanéenne qu'on a toujours vendue comme le Brésil de l'Afrique. Et ils ont réussi à faire un match de but partout avec les Ghanéens, même si après, derrière, ils ont fait le nul 0-0 contre la Guinée, que tout le monde qualifie d'échec d'ailleurs. Après, ils ont tenu tête aux Lions indomptables du Cameroun pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et en huitième de finale, beaucoup s'attendaient à ce que les écureuils soient bouffés par les Lions de l'Atlas. Mais à la surprise générale, on a eu une équipe béninoise qui a été très solide, qui a réussi le match parfait comme on le dit, jusqu'à réussir marquer en première position. Et après, bon, on sait qu'il y avait, depuis le début de la compétition, il y a eu cette bourde de Jordan Adeoti qui a remis les Marocains sur les bons rails, comme on le dit. Et puis derrière, ils ont réussi à aller aux séances de tir au but, à la séance de tir au but. Et c'est là, peut-être que moi, j'étais un peu inquiet, parce qu'on sait que dans l'équipe nationale, ce n'est pas forcément des joueurs qui ont l'habitude de réussir les tirs au but, mais ils l'ont fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sérénité. C'est ça ce qu'on appelle la force mentale pour l'équipe béninoise qui n'a pas la pression. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, ces écureuils, face aux Lions de la Teranga. Je crois que jusque-là, le Sénégal n'a pas été énorme. C'est ce qui fait croire, en tout cas, ce qui donne beaucoup plus de la confiance aujourd'hui aux Béninois, de croire plus en cette équipe béninoise qui est encore à 3 matchs de créer l'exploit de l'année. Très bien. Ange-Pauline Touama, est-ce que vu un peu la prestation des écureuils jusqu'à présent, on peut être sûr que ça ne va pas se noyer aujourd'hui, les espoirs? Donc, vous savez, à part ce que Jules a dit, le mental des joueurs, l'organisation au niveau de l'équipe, il y a aussi l'accompagnement de tout un peuple, l'espoir que tout un peuple a mis en ses joueurs, notamment surtout au gardien de but Saturnin Alagbé. Je pense que cet espoir également va accompagner cette équipe. Mais vous allez voir l'équipe, tous les joueurs de l'équipe surmotivés. Ils sont engagés parce qu'ils ont déjà fait le cadre, maintenant ils vivent un rêve. Et quand vous vivez un rêve, vous marchez comme sur de l'air, quoi. Vous marchez comme sur des nuages. Donc, ils vont se mettre à fond, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est cela qui donne l'espoir de tout un peuple, de tout un chacun, de tous les analystes. Et quand vous suivez même au niveau international les analyses, personne ne peut donner quand même une issue crédible, une issue objective de ce match entre les écureuils du Bénin et les Lions de la Teranga, parce qu'on a constaté, on a vu le match entre les écureuils et les Marocains. Personne ne vendait cher la peau des écureuils, oui. Mais les écureuils ont réussi
réussi à faire tomber les Lions de l'Atlas. Et quand vous allez voir également, vous allez consulter les bookmakers, on cote le Bénin à 8, pendant que le Sénégal est à 1,42 puisque le Sénégal est pratiquement devenu le favori principal de cette équipe après l'élimination de l'Égypte. Donc, face à cette équipe des écureuils du Bénin, vous allez constater également le discours des Sénégalais, que ce soit le coach et les joueurs. On tente d'intimider un peu les joueurs parce qu'ils ont compris effectivement que le mental des écureuils était au haut niveau et ce qui leur a permis de surpasser ce match face aux Lions de l'Atlas. C'était un match, disons, où tous les ingrédients étaient réunis pour faire perdre l'équipe béninoise. Déjà avec le sifflet qui n'était pas trop en faveur des écureuils, avec la boue de Adeoti qui pouvait démoraliser tous les joueurs, avec le carton rouge de Adeno. Oui. Et donc tout était vraiment réuni pour faire échouer cette équipe. Vous savez, le Maroc est habitué aux grandes compétitions. Le Maroc a joué la Coupe du Monde. Donc la séance de tir au but également, on pouvait vraiment s'attendre à ce que le Maroc passe à ces écureuils. Ces joueurs écureuils n'ont pas cette habitude, n'ont pas joué ce grand match, n'avaient jamais eu cette grande pression de la compétition. Mais ils sont parvenus quand même, grâce à leur mental, grâce à l'organisation et grâce au schéma tactique de Michel Duchier, à passer l'orgue marocain. Oui, mais Jules Tavoudouno, on sait qu'actuellement dans la compétition, il n'y a plus l'Égypte, pays organisateur, qui avait comme ambition de remporter le trophée. Le Cameroun, champion en titre, a été descendu aussi. Et le Maroc aussi, qui avait aussi pour ambition de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque toutes ces grandes nations-là sont rentrées à la maison, le Sénégal se dit favorablement, bon, moi, je suis bien placé aujourd'hui, je vais remporter la Coupe. Est-ce que ça peut être un facteur de motivation supplémentaire pour les Sénégalais qui vont devenir très féroces devant les écureuils? Non, mais ça c'est sûr. On sait que le Sénégal, avant le coup d'envoi de la compétition, s'est inscrit dans une logique, c'est de revenir au Bécaye avec le trophée. Et on sait que depuis des années, le Sénégal court derrière ce trophée qui ne vient jamais, qui lui échappe. Et on l'a vu lors de la CAN dernière en 2017, c'est à l'état des quarts de finale qu'ils avaient été éliminés, ces Lions de la Teranga. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette CAN, que moi je qualifie de la CAN de toutes les surprises, vous avez le champion en titre qui est éliminé, le vice-champion en titre qui est éliminé, le médaillé de bronze qui est éliminé, la R et le Burkina Faso qui n'était même pas à qualifier pour la compétition, et le quatrième, le Ghana, qui est aussi éliminé. Donc finalement, on se dit que la voie elle est royalement tracée pour les Sénégalais pour aller chercher le Graal, comme on le dit, mais au-delà de tout, il ne faut pas se surestimer et tout en sous-estimant ses adversaires directs. Parce qu'aujourd'hui, dans la compétition... Vous avez l'impression que c'est ça qui se fait aujourd'hui? Exactement. Sénégalais qui, même quand vous écoutez, que ces écureuils sont à leur portée. Après le match Bénin-Maroc, par exemple, il y a un joueur marocain qui a été très clair. Quand vous ne respectez pas l'adversaire, c'est ce que ça donne comme résultat. Donc, quelque part, quand vous voyez des joueurs qui sont d'un certain calibre, qui jouent dans certains clubs, qui se retrouvent face à des écureuils qui, dans leur club, ne sont pratiquement même pas titulaires, on se dit, mais logiquement, on devrait faire respecter la hiérarchie. En passant, quand vous entendez un joueur sénégalais qui dit qu'entre le Bénin et le Sénégal, il n'y a pas photo, même s'il a raison, l'humilité aurait souhaité qu'il se passe de cette déclaration. Mais bon, on connaît les joueurs avec leur ego. Donc les Sénégalais aujourd'hui, ils sont en position de force, ils ont la pression et quelque part, même si c'est une source de motivation pour les Sénégalais au-delà de tout, il faut reconnaître que avoir la pression, être favori, c'est se mettre plus de la pression et c'est savoir gérer cette pression qui peut vous permettre d'aller loin. Sinon, si vous vous retrouvez face à cette équipe du Bénin qui aujourd'hui est une équipe chiante à jouer parce que c'est une équipe qui ne sort pas réellement pour aller faire le jeu, mais qui est bien organisée, difficile à jouer. À un moment donné, mentalement, quand ça pète le plomb, je crois qu'à un moment donné, on n'arrive même plus à tenir CNR comme cela se doit. Et c'est là que commencent les dégâts. Le Sénégal a un grand nom dans sa composition, Sergio Mané, qui est une star de Liverpool, l'un des grands joueurs de la planète, mais qui, dans cette compétition, a déjà raté 2 pénaltys sur 3. Est-ce que ça peut jouer contre le Sénégal,
Oui, cela prouve que Sadio Mané n'est pas vraiment en confiance parce que c'est la star. L'une des stars attendues de cette compétition, c'est vrai, il a marqué déjà 3 buts, il est l'un des meilleurs buteurs de cette compétition. Mais le fait qu'il rate déjà les pénaltys, vous savez, quand c'est pas n'importe qui tire les pénaltys, donc il faut qu'on vous accorde une grande confiance, il faut être un leader, etc. Donc il a eu cette responsabilité et qu'il n'a pas su prendre durant, je crois, ces 3 matchs, 3 pénaltys du moins. Il en a raté 2, il a marqué 1, donc il ne sera plus vraiment en confiance au cours de cette rencontre-là. Et ça peut jouer vraiment sur l'issue de cette rencontre parce que les écureuils du Bénin, avec leur capitaine qui fait un travail très remarquable, Jules l'a dit, il a laissé ses tâches offensives, il a laissé son spectacle, il a laissé son jeu balle au pied pour se mettre au profit du groupe, au profit du collectif. Et ça lui donne, il a été d'ailleurs même élu homme du match lors du 8e de finale face au Maroc. C'est vrai que bon, on s'attendait peut-être à ce que ce soit le gardien béninois, mais bon, bref. Mais parce qu'on n'a pas observé vraiment le grand travail qu'il a fait. Il a fait exactement. Il revenait même en défense, c'est lui qui a créé le penalty. Donc, face à Sadio Mané, il y a un Sessegnon qui est vraiment super motivé et qui pourra vraiment, vous savez, là, il porte une double casquette, ou du moins, s'il a une double image. Actuellement, il est réduit aux tâches défensives, mais ça peut lui arriver de sortir son génie. Ça peut lui arriver de prendre de l'ascendance et d'aller tout seul créer la surprise. Vous avez vu Adil Ouf le faire face au Maroc. Donc, les écureuils du Bénin peuvent le faire. Et Sadio Mané n'a plus vraiment cette grande responsabilité avec ces 2 pénaltys ratés parce que c'est, comme je l'ai dit, psychologiquement, c'est pas bon. Et durant ces matchs, au cours de ces matchs, ça joue vraiment sur le mental des joueurs. Ça pourra vraiment avoir un effet négatif sur cette équipe du Sénégal. Et là, le Bénin pourrait en tirer profit. Je crois que rapidement, les pénaltys manqués par Sadio Mané sont peut-être aussi la conséquence d'une pression qu'il s'est mise lui-même, parce qu'au-delà de tout, on sait qu'avec certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, il était en course comme Sadio Mané et Mohamed Salah, il était en course pour le ballon d'or européen. Étant donné que Mohamed Salah est éliminé de la compétition, lui, actuellement, encore en compétition pour remporter un autre trophée majeur, il s'est dit, bon, la voie elle est tracée pour aller le chercher ce trophée, ce ballon d'or européen. Donc, il se donne toutes les responsabilités qu'il faut pour se donner plus de chance. Malheureusement, il échoue dans sa quête. Quelque part, peut-être qu'il devrait se donner, s'enlever de la tête cette idée d'aller chercher le ballon d'or et jouer sa canne proprement comme cela se doit. Et après, il pourra constater s'il a plus de chances d'aller chercher le ballon d'or ou pas. Ou pas, très bien. Mais justement, est-ce que vous voyez que cette qualité du jeu que produit le Sénégal aujourd'hui peut causer des ennuis au Bénin? Voilà, je crois que c'est peut-être l'un des matchs qui devrait être un peu compliqué pour les Béninois. Parce qu'on a constaté que quand le Bénin joue contre une équipe qui aime beaucoup plus la possession, qui produit plus le jeu, c'est là que les Béninois arrivent à mieux faire le jeu défensif qu'ils ont. C'est quand ils sont face à une grande équipe. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas le... En 2017, par exemple, le Sénégal qu'on a eu, qui est une équipe très possessive, qui a le ballon, qui arrive à tourner comme cela se doit aujourd'hui, le Sénégal gagne, mais sans pour autant convaincre, sans pour autant être flamboyant dans le jeu. Et même quand vous suivez le match qu'ils ont fait contre l'Ouganda, ce n'était pas une grande équipe du Sénégal qu'on a vu sur le terrain. Et quand vous vous retrouvez face à une équipe du genre qui semble faire votre jeu, c'est difficile. Et on a à peine les espaces pour pouvoir mieux les exploiter. Et je dis, c'est peut-être là que les Béninois doivent faire plus preuve de concentration, parce que pour des joueurs comme Sadio Mané, qui sont habitués aux grands matchs, et quand on sait qu'il y a des matchs compliqués qui ne se jouent que sur des détails, je crois qu'il faudra être plus attentif dans le jeu, concrétiser les moindres occasions qu'on a. Sinon, derrière, quand vous avez la moindre occasion pour l'adversaire, vous concédez une moindre occasion pour l'adversaire,
il marque. On a vu Sadio Mané contre l'Ouganda. Sur les rares occasions qu'il a eues, le face-à-face avec le gardien ougandais, Denis Onyango, il n'a même pas hésité à l'envoyer au fond. Et quand c'est comme ça, il faut être prévoyant dans le match. Et je crois que c'est là que peut-être, à part le match contre la Guinée-Bissau, ça sera peut-être le second match le plus compliqué pour les Béninois. Pour les Béninois. Oui, exactement. Je vais aussi appuyer cette analyse en disant également que les Sénégalais sont beaucoup plus individuels. Ce n'est pas trop le collectif. Ils jouent sur leur individualité parce que, bon, voilà, c'est des grands de l'Afrique. Pratiquement tous jouent en division supérieure, en première division de leurs différents championnats et également des championnats bien connus. Donc, ils jouent beaucoup plus sur les noms, les individualités. Et face à cette équipe du Bénin, ce serait un peu compliqué parce que vous avez devant le collectif, vous avez en face, vous avez les écuries avec le collectif, mais en face des individualités qui vont peut-être vouloir percer cette défense-là. Ouais, c'est ça qui serait un peu compliqué pour les écureuils du Bénin parce que quand vous avez des individualités, vous cherchez vraiment qui arrêter, quel joueur arrêter. Vous ne jouez plus face à un système, mais vous jouez face à des individus, à 11 individus. Donc, ça va leur donner vraiment un casse-tête. Mais l'autre côté, il faut aussi voir l'autre verre de ces individualités au niveau des Sénégalais, c'est que les Béninois peuvent toujours les surprendre parce que derrière, ça ne rassure pas au niveau du Sénégal. Derrière, ça ne rassure pas. Et avec Michael Poté qui vraiment est motivé, qui arrive quand même à donner du fil à retordre aux défenses qu'il a déjà rencontrées. Je crois qu'il pourra quand même faire. Et puis aussi, Steve Mounier qui a envie, qui revient et qui a envie d'inscrire son nom sur la liste des buteurs, puisqu'il est numéro 9, il ne veut pas finir, si le Bénin le remportait la CAN, il ne peut pas finir comme Olivier pour la Coupe du Monde, bien sûr. Donc, il va vouloir vraiment en profiter. Donc, il y a un coup à jouer quand même face au Sénégal, parce que les individualités sénégalaises vont permettre quand même à ces écureuils de faire de surprises, surtout dans cette défense-là, qui n'est pas tout à fait rassurante. Mais justement, parlant de défense, Jules Tavodounon, la défense béninoise aussi pourrait souffrir, non? Sans Khaled Adeno. Oui, depuis jusque-là, je dis c'est le meilleur béninois. Oui. En matière de prestations à la CAN, jusque-là. Très calme, c'est le meilleur béninois. Rassurant. Il rassure comme cela se doit. Quand c'est lui qui revenait chaque fois même combler les vides laissés par celui qui vient se laisser supplier. C'est du Barazé sur son côté, parce que Barazé, on l'a vu sur des percées de l'équipe adverse sur les côtés. Quand on le prend de vitesse, c'est compliqué pour lui de revenir. Et c'est Khaled Adeno qui venait assurer ses tâches à sa place. Et il ne sera pas là aujourd'hui pour le match contre le Sénégal. La conséquence, joue face à des joueurs qui sont très rapides. C'est vrai que Sadio Mané n'exploite pas forcément trop le milieu des défenses adverses. Il exploite beaucoup plus les côtés. Mais n'empêche, il y a Mbagnan qui est aussi là, qui est un bagarreur, même si j'estime que devant les buts, ce n'est pas un joueur qui soit aussi efficace, qui pourrait être maîtrisé. Et vous avez aujourd'hui la VAR qui fait son entrée dans la compétition. Bien sûr. Et là, quand vous avez des joueurs qui, devant, ils savent qu'ils ont du mal à percer la défense. Ils commencent par tenter par des tirs à distance ou sur les individualités, on va chercher même la faute dans les surfaces de réparation. Alors qu'on sait que, en matière de sérénité, l'homme qui rassure beaucoup plus la défense, c'est Khaled Adeno, il ne serait pas là. Qui, maintenant, pour le remplacer, c'est la grande question qu'on se pose. Oui. Et quand vous voyez un peu sur le banc de touche, bien sûr, un joueur comme Junior Salomon, que moi, personnellement, je ne souhaiterais même pas voir sur le terrain. Parce que voilà un défenseur qui, physiquement, ne tient plus le coup. Physiquement, Junior Salomon, il ne tient plus le coup. On l'a vu face à l'Algérie au match aller lors des éliminatoires. Quand il a été pris de vitesse par Bagdad Bounedia, mais pour lui, il était cramé. Il n'avait pas la fraîcheur physique qu'il fallait pour revenir défendre. Et quand ça passe, il va falloir peut-être que Michel Dussu revoie son système. Peut-être pourquoi changer parce que jusque-là, on joue à une défense à 3, avec 3 centraux. Voilà qu'aujourd'hui, c'est vrai que Seydou Barazé, c'est un défenseur central de métier. Peut-être le repositionner dans l'axe et toujours conserver Maman Sebou sur le côté, un joueur qui est quand même un milieu défensif, qu'il a exploité sur le côté 3 lors du match contre le Maroc, mais qui a été excellent, qui a fait un grand match. Donc,
On pourrait s'attendre à tout de la part de Michel Dussuyer, qu'il nous sorte encore un de ces systèmes inattendus, inespérés, mais qui quand même fait des exploits. On sait que Khaled Adeno est sorti dans la première partie des prolongations face au Maroc, mais l'équipe a pu tenir le choc, puisque les Marocains voulaient coûte que coûte mettre un but et finir avec le Bénin. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ce qui s'est passé vers la fin du match face au Maroc peut se reproduire aujourd'hui et on aura une défense sans Khaled Adeno, mais qui tient bien? C'est vrai que Khaled Adeno est un pion essentiel dans la défense béninoise, mais on a joué. Les écureuils ont joué pendant un temps sans Khaled Adeno et en infériorité numérique. Et cela est passé. Les écureuils du Bénin ont joué sans Sessegnon, le capitaine. C'était face au Ghana. Ils ont réussi quand même à tenir en échec un grand, le Ghana. Donc, d'abord le match qualificatif à Cotonou, face au Togo, 2-1, sans Stéphane Sessegnon. Face au Ghana. Face au Ghana, exactement. À la Coupe d'Afrique des Nations. Le coach ou les écureuils pourraient quand même trouver la formule nécessaire pour pallier l'absence de Khaled Adeno. Ce qu'on peut quand même imaginer ici, c'est vrai, Jules l'a dit, Salomon Junior, pardon, oui, n'est pas assez rassurant. Il est vieux, il est passé, il a déjà dépassé son temps, hein, et puis même sa présence dans l'effectif avait déjà porté à polémique. Cependant, c'est quand même un joueur qui a été sélectionné et qui quand même fait partie d'un système qui a été quand même lors des entraînements qu'on a essayé dans plusieurs systèmes. Je pense qu'on pourrait quand même le placer peut-être à la place de Olivier Verdon et envoyer Olivier Verdon en arrière pour garder la maison comme Khaled le faisait. Olivier Verdon également, c'est un pignon essentiel. C'était l'homme même le plus rassurant avant le début de la compétition. De la force mentale des Béninois dont on parle. Exactement. Donc, on pourrait renvoyer Olivier Verdon en défense centrale à la place de Khaled Adeno, c'est-à-dire libéraux, oui, et placer Salomon Junior au niveau en tant que stopper au cours de ce match. Et laisser, peut-être envoyer également, laisser Adi Leou et puis Barazé joue son côté et Mama Sebou retrouve sa place. On pourrait jouer avec ce jeu, puis c'est Sid Almeida qui va revenir, donc Mama Sebou peut toujours rester sur le côté droit parce que il a, pour ma part, vous l'avez dit, il a rassuré, il a mieux joué que Barazé sur le côté droit. Il a mieux joué que Barazé sur le côté droit. Donc, on pourrait le maintenir à cette position et mettre Barazé au banc de touche. Et puisque Cécile Dameda est revenu dans le match de blessure, oui, il a joué même quelques dernières minutes face au Maroc. Donc, on pourrait jouer avec ça. L'absence de Khaled Adeno, je pense que Michel Dussuyer et ses problèmes pourront gérer. Mais je vois que c'est vrai, on pourra gérer. C'est gérable l'absence de Khaled Adeno, mais là où le problème se retrouve à mon niveau, quand j'ai parlé de repositionnement de Olivier Verdon, mais Olivier Verdon n'est pas un libéraux. C'est là le problème. Il est un stopper, mais il n'est pas un libéraux. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Et quand c'est dans des matchs décisifs qu'il faut expérimenter, moi je ne suis pas trop pour. Mais on a vu Mama Sebou repositionner. Mais le problème, il a donné le meilleur de lui-même. Ce qu'on ignore, c'est que Mama Sebou, à la base, était un défenseur de métier. C'est parce qu'à cause de sa taille, un entraîneur sous qui il s'était retrouvé a dit le mieux pour lui, c'est qu'il joue en milieu défensif. Et on l'a repositionné et il le fait très bien. Donc, quand il se retrouve dans sa position de formation, bon, ce n'est pas aussi étonnant. Maintenant, quand vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément polyvalents, qui n'avaient pas certaines responsabilités dans leur équipe, les repositionner sur des matchs aussi capitaux, c'est compliqué. C'est vrai que Michel Dussuyer nous a sorti des systèmes inattendus, qui ont réussi, mais bon, en tout cas, attendons de voir ce qui va sortir ce soir pour mieux apprécier. Mais moi, je le dis, je le répète, un joueur comme Junior Salomon, dans ce match, avec des joueurs très physiques, très costauds, mais il y a Emmanuel Moreau aussi que vous semblez oublier. Emmanuel Moreau, c'est un latéral gauche. Bon, je ne sais pas si on pourra la défense, non? C'est un latéral gauche, mais il ne pourra pas assurer qu'il arrive à le faire. Parce que on a, parlant de latéral gauche, on n'en a que deux. Lui et David Kiki. Oui. Maintenant, si déjà sur le côté, vous avez des difficultés, je ne sais pas si c'est maintenant, au soir pratiquement de votre carrière, qu'il faut vous repositionner pour espérer un truc d'extraordinaire. Et l'autre chose qu'on oublie, si le Bénin a tenu face à une équipe marocaine, malgré la sortie
de Khaled Adenon, j'ai quand même l'impression qu'on oublie que les défenseurs marocains ne sont pas aussi féroces physiquement. Et ce sont les attaquants du moins, j'allais dire. Et ce ne sont pas forcément des gens grands de taille, géants de taille. Ce ne sont pas des gens qui pèsent trop sur les défenses adverses, si ce n'est que aller balle au pied pour aller provoquer l'équipe adverse. Si les Marocains avaient beaucoup plus la chance de scorer sur les coups de pied arrêtés, en misant sur des attaquants géants de taille, je crois qu'ils auraient dû le tenter et le faire. Malheureusement, à aucun moment vous allez voir les Marocains réellement tenter des centres dans l'aspect de réparation, si ce n'est que tenter de percer la défense pour y aller. Mais parlant justement de défense, j'ai l'impression que le Bénin, dans cette compétition, a encaissé 2 buts sur des erreurs défensives. D'abord, le deuxième but ghanéen face justement au Bénin. Ayou. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'on aurait pu éviter ce but-là. Et le but égalisateur du Maroc aussi, la bourde de Jordan Ayou. Comment faire pour que nous ayons une défense concentrée, quelles que soient les têtes qui seront là? Pour l'instant. Oui, comment faire? Je pense que je l'ai dit. Qu'on ne s'emballe pas ou qu'on ne soit pas peut-être emporté par la faveur sur le terrain. Exactement. Ce qu'il faut quand même faire, c'est une préparation psychologique. Je ne sais pas, dans l'effectif du staff, on doit avoir un préparateur psychologique pour parler à ses défenseurs, parce que sur la boue de Verdon, c'était un manque de concentration. Et également sur la boue de Adeoti, il était trop en confiance, il voulait se débarrasser d'un attaquant qui est un grand, c'était quand même le Maroc. Donc il a fait cette bourde là. Il fallait qu'il soit mentalement fort pour continuer à jouer, à assurer son rôle, et il a fait. Je pense qu'il faut parler avec ces garçons, il faut parler avec ces défenseurs pour surtout qu'on revienne sur les anciens matchs, qu'on revoie un peu les vidéos et qu'on essaie de leur parler, parce que c'est très important face à cette équipe du Sénégal qui met la pression. Quoi qu'on dise, c'est une équipe qui sait mettre la pression, et quand vous avez la balle, ils viennent vers vous pour vous mettre la pression. Donc c'est cette pression que l'attaquant marocain avait mise sur Adeoti. Et cette bourde-là était arrivée. Donc, il va falloir vraiment, c'est l'essentiel, c'est ce que moi je propose essentiellement, c'est un préparateur physique pour préparer la psychologie, j'allais dire un préparateur psychologique pour préparer le mental de ces défenseurs, afin qu'ils ne s'amusent pas dans la défense, afin qu'ils soient hyper concentrés. Score, il faut être hyper concentré pour tenir le score jusqu'au bout de la rencontre. Non, mais je crois que le mental est long. Le problème chez Adeoti, même parce qu'il est en milieu défensif, il s'est retrouvé sur l'action. En défense, on te renvoie le ballon, mais la meilleure solution, là, quand vous menez, vous savez que vous êtes pratiquement, vous tendez vers la fin de la rencontre, et il fallait tenir le score, mais vous prenez un risque inutile. Ça aurait été un défenseur là, je parie qu'il allait défoncer, il allait dégager carrément. Mais lui, déjà en tant que milieu défensif, quand il a le ballon, dans ses relances, c'est pas propre, c'est pas rassurant. Et quand vous êtes milieu défensif, vous êtes appelé à récupérer et relancer, et que vous prenez le ballon, vous le rendez carrément à l'adversaire, c'est difficile. Et c'est sur l'action, tu n'es pas déjà un joueur technique, mais mon frère dégage le ballon. Il a le ballon, maintenant il tente de dribbler son vis-à-vis alors que vous avez devant, je crois que ça doit être Boufal ou Boussoufa, des joueurs qui sont très intelligents. Il arrive à te chipper le ballon, il te l'envoie au fond des filets. Et heureusement que le Bénin menait au score. Sinon, vous imaginez que ça soit l'ouverture du score, psychologiquement, ça aurait pu avoir plus d'effet. Mais ils se sont dit, étant donné qu'au-delà de tout, on ne peut pas encore, on est toujours dans le match, on peut toujours y croire et mettre la pression. C'est ce qu'ils ont réussi à faire derrière. Et puis Jordan Adeoti n'a pas été le meilleur béninois. Il a commis des boudes. C'est parce que cette boude-là a été vraiment à payer. Sinon, lors du match face au Cameroun, il perdait assez de balles. Ça allait dans tous les sens pour les Camerounais, au point où les Béninois étaient vraiment en souffrance. Mais bizarrement, contre le Ghana, il a fait quand même un bon match. Il va lui faire confiance parce que ce qui est su, au milieu de... Il est actuellement à son poste, il est le meilleur. C'est ce qu'on a au Bénin actuellement. Et son meilleur match jusque-là, lors de cette CAN, c'était face au Ghana. On a vu quand même un joueur très déterminé qui allait, même qui portait le ballon vers l'avant. J'ai compris que quand il est comme certains joueurs, quand ils se retrouvent dans leur beau jour, ils font un grand match, sinon un bon match.
Mais quand c'est un jour sans, mais derrière, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, messieurs, la VAR entre en lice aujourd'hui et c'est le Bénin qui commence d'ailleurs les quarts de finale aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations avec la VAR, l'assistant en vidéo qui va permettre d'avoir un arbitrage plus ou moins équilibré, plus juste cette fois. Est-ce que est-ce qu'on peut espérer justement qu'on aura un arbitrage juste aujourd'hui? Ce sont les hommes qui utilisent la VAR, donc oui. On a déjà vu l'expérience, on a eu l'expérience de la VAR dans d'autres compétitions, notamment la Coupe du Monde, où la VAR n'a pas été clémente avec le Maroc. En Coupe du Monde, la VAR n'a pas été clémente avec les pays africains, comme le Nigeria sur la main, où on ne lui a pas accordé malgré la VAR. Le penalty, on a encore eu une expérience de la finale, je crois, de la Ligue des Champions, où la VAR était même en panne, et c'était en Afrique. Donc, on ne peut pas totalement être rassurant. Une chose est quand même importante de signaler, le Bénin est souvent sur les premières. La première équipe a joué les huitièmes, la première équipe a joué les quarts, etc. Donc, et peut-être la première équipe a joué les demi-finales. Donc ce sera la première équipe avec le Sénégal où on va expérimenter la VAR. On espère que cette VAR sera vraiment juste. C'est vrai, j'entends que c'est les Italiens qui vont s'occuper de cette VAR. Quelle que soit la nationalité de la personne qui y serait, c'est pas ça le plus important. C'est toujours des humains et la VAR a montré déjà ses limites. La VAR ne fait pas aujourd'hui l'unanimité. Donc, on ne pourra pas dire qu'on est rassurant avec l'utilisation de la VAR. Toujours est-il qu'on espère que même si la VAR serait, il y aura de problèmes, que cela soit en faveur des équipes. Vous savez, le bord qui crée, même qui modifie les lois de jeu, qui envoie les innovations et tout, ça vient de l'Angleterre. Ce sont les Anglais qui le font. Mais bizarrement, depuis que l'assistance, l'arbitrage vidéo a été instauré, l'Angleterre ne l'a jamais exploité, même si on sait que la saison prochaine, ils vont commencer par l'utiliser parce qu'aujourd'hui, ça s'impose à tous. C'est parce que quelque part, ils ont compris que ça a des insuffisances ou ça t'insuffit parfois sur la qualité du jeu. Maintenant, quand vous venez à cette compétition, le problème, c'est qu'on joue en Afrique. Et l'arbitrage vidéo va être utilisé sur des compétitions africaines. Et déjà, l'arbitrage sans la vidéo avait déjà un problème. Et sur cette CAN, moi, je dis, en matière d'arbitrage, c'est l'une des mauvaises CAN à laquelle j'assiste. On voit des arbitres qui inventent des positions de hors-jeu, qui n'existent nulle part. Le but contre le match Ghana-Tunisie, par exemple, le but d'André Ayew, il n'y a aucune faute là-dessus. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Celui qui a fait la passe n'a même pas touché le ballon de la main, mais l'arbitre dit que le ballon a touché sa main. Et pour un but très valide, on annule. Contre le Bénin, on a vu des fautes qui sont commises sur des Béninois, mais l'arbitre, lui, décide dans son âme et conscience de l'accorder aux Marocains. Et là, quand c'est comme ça, malgré... Sans oublier le match à Madagascar, République démocratique. Exactement, avec deux pénaltys pour les Congolais qui n'ont même pas été sifflés. Et pourtant, il y avait contact. Et il y avait des ballons qui touchaient la main, qu'on ne siffle pas, alors que la nouvelle loi dit que ça soit la main vers le ballon vers la main, c'est pénalty. Tant qu'il a contact dans l'opération, c'est pénalty. Mais on ferme les yeux là-dessus. C'est parce que le président de la CAF, il est malgache, ou on ne va pas le dire Madagascar. Moi, je ne sais pas. Mais une chose est sûre. C'est subjectif. C'est vrai, mais quand on se retrouve dans un contexte africain où l'arbitrage, il est ce qu'il est, ça craint. Et aujourd'hui, même si on instaure la vidéo, d'abord, la question qu'on se demande, qu'on se pose depuis jusque-là, pourquoi il fallait attendre les quarts de finale? Alors qu'on sait très bien que déjà, dans les matchs de poule, il y a des cas d'injustice qu'on pouvait avoir, mais on a décidé d'envoyer ça en quart de finale. Et je l'ai rappelé, ce sont des hommes qui l'exploitent. Même si ceux qui se retrouvent dans leur cabine technique, ils disent il y a pénalty, la décision revient à l'arbitre qui est sur le terrain. Lui, il peut voir, tout le monde peut voir le pénalty, mais il va décider de ce qu'il n'y a pas pénalty. Et quand c'est comme ça, c'est là que ça devient plus scandalisant et scandaleux. Et quand jusque-là, vous avez des arbitrages qui sont à la limite catastrophiques, moi j'ai peur, même si on espère que l'arbitrage vidéo arrive à changer un peu, à rendre l'arbitrage un peu plus équitable, moi j'ai peur que ça devienne encore plus dangereux, plus énervant et plus enrageant sur la compétition, qu'on se retrouve avec des cas d'arbitrage qui ne donnent rien d'important, mais qui, à la limite, énervent. Mais avec ou sans la VAR, il faudra vraiment faire un diagnostic après cette compétition de l'arbitrage africain, hein, Exactement. Il y a beaucoup de déchets dans l'arbitrage. Ça a toujours été d'ailleurs
l'une des faiblesses des Africains. L'arbitrage a toujours joué, même sur l'issue de cette CAN-là, depuis des années. On a toujours chanté. L'arbitrage n'est pas vraiment reluisant en Afrique. Donc, il va falloir vraiment revoir l'arbitrage, la formation. Mais une autre chose est quand même importante de signaler. Pourquoi il y a tant d'erreurs? Est-ce vraiment le manque de professionnalisme des arbitres? Est-ce vraiment parce qu'ils ne connaissent pas les lois ou parce qu'ils ne savent pas siffler? Je ne puis quand même le dire ainsi, mais je peux quand même pointer du doigt le système peut-être africain. Vous savez, tout ce qui se passe en Afrique. Au point où la CAF est sous tutelle de la FIFA désormais, c'est compliqué. Non, mais malgré sa tutelle, je crois que la CAF a une autonomie. Oui. Et la CAF quand même pourrait chercher à relever le niveau de l'arbitrage africain pour permettre quand même à ce que l'arbitrage africain, qu'on ait quand même un meilleur arbitre du monde. C'est vrai qu'il y a un certain Gassama, mais lui, il commet assez de bévues sur ces différents matchs. Il ne fait plus vraiment l'unanimité. C'est quand il finit des matchs, on relève assez d'erreurs d'arbitrage. Jusqu'à présent, après Colina, on n'a pas encore trouvé, même en Europe, après Colina, on n'a pas encore trouvé vraiment des arbitres super, disons super honnêtes, hein, qui réalisent des matchs impartiaux, qui réalisent des matchs complets. Vous savez, moi, je vais penser que ce n'est plus forcément les arbitres le problème, mais c'est tout un système. On l'a rappelé, quand vous prenez la Ligue africaine des champions, ou une compétition aussi importante pour l'Afrique, qui devrait désigner le représentant africain pour le mondial des clubs, et on se retrouve sur une action litigieuse et c'est là que la vidéo tombe en panne. Mais ça sort d'où? Alors que bien avant le match, le coup d'envoi, on a fait des essais sur essais et c'était concluant. Donc, logiquement, on s'attendait à ce que ça marche. Mais subitement, sur l'action litigieuse où il fallait vérifier, il fallait consulter la VAR, ça tombe en panne. À qui la faute? Malheureusement, justement. C'est une question à qui la faute? Parce que même si on dit qu'on va envoyer des Italiens là-dessus, la panne, qui l'a créé? Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Égypte, la chance qu'il y ait délestage, elle est faible parce que sur des compétitions du genre, quand la vidéo, il faut l'électricité pour que ça fonctionne. Oui. Quand il y a un problème d'électricité, on va vous dire que ça tombe en panne. Même si on sait que ça ne tombe pas en panne, on peut même créer les pannes comme cela se doit. Maintenant, aujourd'hui, l'arbitrage africain a tellement de problèmes au point où, au départ, la CAF a essayé de revoir un peu les salaires, en tout cas au niveau des arbitres, comment revoir le salaire des arbitres, les primes et autres, pour qu'on ne se retrouve pas forcément avec les cas de corruption. À un moment donné, on a lancé une opération nettoyage de la maison arbitrage au niveau de la CAF. Tellement d'arbitres ont été suspendus, sanctionnés, des gens radiés à vie. Mais quand vous voyez des arbitres qui commettent des erreurs qui sont impardonnables, on les suspend juste quelques mois et après, ils sont réintégrés. Il y a l'arbitre égyptien, par exemple, qui faisait partie des arbitres sélectionnés pour la CAN, mais parce qu'il avait fait un arbitrage qui était censé être mauvais sur le match, la finale de la Coupe CAF, on le suspend. Mais à la veille de la CAN, il est réintégré, même s'il ne fait pas partie des arbitres qui sont présents à la CAN. Bien, il faut préciser que l'arbitre qui va officier ce soir, il est algérien, Moustapha Gorbal. C'est lui qui va donc officier le match Bénin-Sénégal aujourd'hui au Caire. Je m'en voudrais vraiment de ne pas vous faire dire un mot sur le 12e joueur du Bénin, les supporters, Ange-Pauline Touama. Ils sont archi présents en Égypte. Et ils font partie des meilleurs supporters. Pour ne pas dire qu'ils sont les meilleurs. Les meilleurs supporters, ils vont recevoir certainement, et on l'espère, le trophée de meilleurs supporters de cette CAN-là. Ils donnent de la voix. Et vous savez, il y a une image forte. C'est vrai, peut-être ça n'a pas vraiment attiré l'attention des analystes sur le carton rouge de Khaled Adeno. Quand il sortait, les Béninois se sont levés, ils ont commencé par chanter l'hymne national. Oui. Une nouvelle tonnerre. C'était vraiment émouvant. Moi, j'en avais eu la chair de poule. Exactement. Et ça a donné encore plus de vigueur, ça a motivé davantage les autres écureuils qui étaient sur le terrain. Donc, les supporters béninois font un travail exceptionnel.
honnêtement, et cela prouve vraiment la confiance que le gouvernement a placée en eux en voulant les accompagner à aller en Égypte. Ça, il faut l'avouer, on va peut-être entrer dans l'histoire comme l'Islande l'avait fait à l'Euro 2016, avec le fameux clapping. Le fameux clapping. Je pense qu'il y a même des supporters qui ont emboîté le pas aux Béninois. Les Ghanéens hier avec le fanfare également, on dirait des Béninois qui étaient sur. Même des Nigérians, après, ils sont revenus avec des fanfares pendant la compétition. Alors que ça, c'était les Béninois qui ont donné le ton. Les Béninois qui ont donné le ton. Ils ont été meilleurs supporters à 2 reprises. Oui, déjà. Si je me trompe, donc, c'est le 12e qui accompagne vraiment l'équipe des Béninois. Moi, je peux dire que cette ambiance, cette volonté des supporters à accompagner cette équipe fait partie des motivations, des facteurs déterminants. On a vu l'équipe d'Islande également évoluer, aller jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016. Et c'était une équipe qui avait l'accompagnement de ses supporters. On a vu la Croatie aller en finale. Ils avaient l'accompagnement également de leur présidente qui les accompagnait, qui était sur le terrain. Donc quand le 12e homme, les supporters, les autorités se mobilisent derrière une équipe, même si cette équipe-là semble être faible, même si cette équipe n'a pas les atouts techniques, je pense que ça leur remonte le moral et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire avancer cette équipe-là. C'est un peu ce que nous observons avec les écureuils du Bénin et c'est grâce à ces supporters, également à ces autorités-là, ce ministre qui est présent en Égypte et qui chaque fois va à la rencontre des écureuils. Je crois qu'au-delà de tout, c'est aussi un mérite qui revient au gouvernement, notamment au ministre des Sports, qui, dès sa prise de fonction, a pensé à fédérer les différentes associations des supporters en un conseil national des supporters. Et sinon, avant, on avait quand même des supporters qui allaient en disperser au point où l'accompagnement du gouvernement était difficile, parce que là, ça devient un problème. Tout le monde se bat pour avoir l'accompagnement, le financement, ce qui n'était pas du tout bon. Maintenant, aujourd'hui, on a un conseil national des supporters qui est accompagné par le gouvernement. Et on l'a vu ici face à l'Algérie, c'est grâce à ce public que le Bénin a réussi à dompter les Algériens après des années, 30 ans de domination de l'Algérie sur le Bénin en matière de football. Et quand Stéphane Césaire est sorti, c'était la même chose. On a vu les supporters qui sont levés, qui ont commencé à un moment donné, quand l'arbitrage est devenu autre chose, de commencer par chanter l'hymne national, de quoi surmotiver les joueurs sur le terrain. Et à cette CAN, ce qu'on se demandait au départ, c'est que d'abord, les Béninois vont jouer pas forcément devant un public de stade de Cournouh, mais ils sont en déplacement, ils sont à l'extérieur. Est-ce qu'on aura suffisamment de supporters pour les accompagner? Les supporters, on en a. Et ce qui fait qu'on remarque beaucoup plus leur présence, c'est que les stades sont pratiquement vides. Oui. Et quand c'est comme ça, ce sont ceux qui se retrouvent à donner plus de la voix. À écouter l'animation, se croire le stade de l'amitié de Cournouh. C'est la fois qu'on est au Bénin, nous sommes en Égypte. Et ça donne plus de la force, de la force mentale aux joueurs. Et lors du match Bénin-Ghana comme Bénin-Guinée-Bissau, ils ont été élus meilleurs animateurs du match. Oui. Je crois qu'ils devraient encore en recevoir parce que quand vous suivez les matchs, même face au Maroc, ils étaient présents. Ils jouent leur rôle comme cela se doit. Et quand c'est comme ça, ça vous motive. On a vu même des supporters dans le stade qui, après le match, le coup de sifflet final contre le Maroc, se sont mis à pleurer. Comme quoi, l'émotion, elle est forte. Oui. On ne s'y attendait pas forcément. Mais on se retrouve, on vit un rêve dans lequel on a du mal à sortir. Et l'entraîneur, là, tu dis son discours, les joueurs, on veut rentrer le plus tard possible. C'était ça l'objectif. Et quand vous décidez, en tout cas, vous lancez chaque fois la phrase, on veut rentrer le plus tard possible, ça vous plonge beaucoup plus dans des objectifs que vous n'êtes pas fixé au départ. Oui. Et je crois que c'est ça qui montre la voie, qui ouvre la voie aux Béninois aujourd'hui, qui avance. Et hier, en conférence de presse d'avant-match, on a écouté un Olivier Verdon qui, comme avant le match contre l'Algérie, a dit... Contre le Maroc contre l'Algérie pour les éliminatoires. Le match aussi important pour les écureuils. Il a dit, on va tout faire pour être plus fort que sur le terrain. C'est le Bénin. Donc, quand vous entendez des discours du genre, des joueurs qui vous rassurent, un entraîneur qui donne le ton qu'il faut, et les joueurs, il l'accompagne, il arrive à fédérer tout un vestiaire autour de lui. Tout le monde accompagne, même les joueurs qui ne jouent pas, qui jusqu'à la normale, même pas une seconde
de temps de jeu sur le terrain. Ils accompagnent l'entraîneur dans son idée et tout le monde est prêt pour aller faire la bataille comme on le dit. Et quand c'est comme ça, la victoire, elle vient à vous naturellement. Très bien. On a donc passé en revue toute l'actualité liée à ces écureuils. Pour finir, on va maintenant parler en tant que Béninois cette fois. On va dire aller les écureuils, non, Ange-Pauline. Allez les écureuils, j'ai publié quelque chose, vous savez, ils ont les félins, lion, mais Oui. nous on a les chasseurs, on va faire le boulot. On sait abattre les gibiers, Bien même sûr. si vous êtes des félins. Merci Ange. Oui, Non, mais c'est déjà bien. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les Béninois continuent d'écrire l'histoire, de continuer à rêver, de créer l'histoire comme on le dit. Après les huitièmes de finale, Olivier Bador a dit hier, on ne veut pas s'arrêter là. Aller loin, rentrer le plus tard possible. Justement, Le rentrer 19, le plus tard le possible. 20. Le 19 ou le 20, on verra ça de toutes les façons. Mais je match, dis quand même, quelle que soit bien l'issue sûr, de oui. la rencontre d'aujourd'hui, le Bénin a réussi sa Bien canne. sûr. Même Et- si on souhaite que le Bénin aille en demi-finale. Très bien, on va donc croiser les doigts et on va prier pour ces écureuils-là.